Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleurs, un programme de divertissement, de partage, de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, nous commencerons par les Good News avec l'association ADTF en partenariat avec d'autres associations pour un dîner-concert de solidarité avec de grands artistes comme Hand Zouari, Maher Melki et Ihsen Laribi. Pour le bien-être, nous sommes partis visiter la boutique du savon de Marseille à Valras-Plage. Savon, cosmétiques et produits naturels, rien que pour votre bien-être au quotidien. Pour la culture, Resk Cheata, président de l'association Laïcité pour tous, nous parlera de son amour pour la culture et d'un futur événement riche en musique orientale. Et pour finir, dans l'instant coaching, on parlera de l'importance de l'inclusion, de l'instruction pour les jeunes en situation de handicap avec Gurkan Essé et son fils de 13 ans malvoyant, Gurkan Mursin. Bonjour Resk, comment allez-vous? Bonjour Inda, merci, ça va très bien, merci pour votre invitation. Aujourd'hui, Resk, vous êtes avec moi pendant 52 minutes tout au long de cette émission Tout en couleurs. Donc on va partir dans plusieurs rubriques et on va commencer par les Good News. Donc là, c'est un concert justement un concert solidarité organisé par l'association ADTF en partenariat avec d'autres associations comme l'ARAC, l'ADCB, l'ADCM, collectif 3C et la REMCC. Présence aussi de grands artistes comme Hand Zouari, chanteuse et joueuse de kanoun que vous connaissez très bien d'ailleurs. Hein. Il y a aussi Maher Melki, oudiste et compositeur, et Ihsen Laribi, oudiste et musicologue. On va regarder ensemble.
je m'appelle Tarek Tokabri, je suis le président de l'Association démocratique des Tunisiens en France, ADTF. L'association existe depuis 1987. Nous avons pas mal d'activités autour de la culture, de l'éducation, de la citoyenneté. Parmi nos activités phares, c'est un samedi culturel presque une fois par mois. Et en plus, tous les mois de Ramadan, depuis maintenant 15 ans, nous organisons une soirée autour d'un repas convivial préparé par les militants de l'association bénévolement. Jusqu'ici, c'était à Paris. Vu le nombre croissant et la salle, elle était petite dans le 11e arrondissement, cette année, nous sommes venus à Bagnolet, où la salle, elle est spacieuse. Il y a toujours une troupe musicale, comme cette année, il y a Hind Zouari et Meher El Melki. Voilà, ça se passe dans la convivialité, dans l'amitié. Nous avons invité pas mal d'autres associations avec nous, telles que la RAC, Association des résistants et des anciens combattants. C'est une association un peu française qui peut aussi animer la soirée avec nos amis. Voilà, donc c'est une belle soirée, elle est magnifique, nous sommes contents et espérons renouveler ça tous les ans. Et merci d'être venu. Je pense que vous étiez là aussi l'année dernière et espérons vous revoir l'année prochaine en bonne santé. Et merci à toutes et à tous et Eid Mabrouk. Alors, est-ce que je vous ai écouté tout à l'heure, la nostalgie de la musique que vous avez entendue, ça vous a rappelé quoi? Non, d'abord, franchement, moi je suis fier que nous avons une amie musicienne, docteur en musique comme Hinda Zouari, la seule qui joue le qanun en France. Nous avons la chance d'avoir ici, dans ce pays, toutes les cultures arabes. Et c'est une richesse énorme. Et quand elle joue une chanson pour Abdel Wahab, qui est Msafir Wahdak, franchement, la nostalgie, là, elle est au maximum. Parce que c'est les chansons de notre jeunesse. Ça nous ramène d'un seul coup. C'est comme si on a pris un avion, qu'on est parti sur place, à notre enfance, à notre environnement où on a été heureux et en goûté la musique et l'art. Et franchement, c'est super. C'est très bien. Beau. Et puis c'était le temps des films en noir et blanc. Absolument, c'est ce qu'on appelle le temps du beau temps. On l'appelait comme ça à l'époque parce que vraiment, ça nous manque. Ça nous manque. C'était des vrais artistes, des gens qui se respectent, des gens vraiment qui donnent tout ce qu'il y a en eux-mêmes et qui peuvent même souffrir pour donner de la joie et du bonheur aux autres. Et c'est ça le message humain le plus important que je pense. Et donc, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire, un moment extraordinaire. Merci d'avoir passé ça parce que vraiment... Et les paroles de cette chanson, vous les connaissez? Bien sûr, bien sûr. Ya Msafir Wahdak Ufayetni, li tib'id anni wa tuhgurni. C'est une des chansons qu'Abdel Wahab a fait dans ses films. On avait l'habitude d'écouter Abdel Wahab à travers ses films en noir et blanc. Et on n'oublie pas encore ces films-là. Et d'ailleurs, on les cherche. On les cherche, sur les chaînes arabes et tout ça. On cherche ces films-là parce que, au fait, ça nous ramène à une époque où on était... sans souci, au fait. C'est ce que j'allais dire. L'époque de notre jeunesse. C'était la belle époque. En fait, toujours on dit c'était la belle époque parce que il n'y avait pas autant de pression, il n'y avait pas tout ce numérique, toute cette intelligence artificielle. On était vraiment dans le côté des lettres, des... Mais oui, mais même moi, je me pose la question. Aujourd'hui, nous avons des milliers de chaînes. C'est bien Internet, c'est riche et tout ça. Mais à l'époque, on avait maximum 2-3 chaînes de télé. Donc, la société, le peuple tout entier regardait ça. Donc, il y avait une sorte d'unité. C'est ça. Un attachement. De l'intérêt qu'on portait tous à un chef-d'œuvre, que ce soit un film ou une musique. On regardait un film le soir, le lendemain matin, on parlait à l'école, au travail du film qui nous a, il nous a fait beaucoup d'émotions et tout ça. Les chansons, pareil, on attendait, mais on en viendra quand je parlerai aussi du concert. Mais au printemps, on attendait les grands chanteurs Abdelhalim Hafiz et Farid El-Atrash et Kalsoum et Warda El-Ghazaliya qui venaient dans le printemps
C'était l'événement majeur de toute la... On attend le printemps pour écouter la nouvelle chanson d'Abd el-Halim, de Farid, de Warda. Oui. Et c'est un moment magique. Inoubliable, magique. Alors, est-ce que l'on va passer justement au bien-être, hein? Et donc, dans ce bien-être, nous sommes partis visiter la boutique de la Maison du Savon de Marseille à Valras-Plage, donc dans le sud, hein, savon, cosmétiques, produits naturels, rien que pour vous, pour votre bien-être au quotidien. Petite question, d'où viennent les premiers savons ? Moi, bon, le savon de Marseille, on connaît tous, et oui. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, moi, personnellement, je l'utilise. Mais les premiers savons, je me demande si ça ne vient pas de l'époque des pharaons. Exactement. Ah ben, voilà. Exactement. Les premiers savons viennent d'Égypte. Ensuite, il y a eu les Gaulois avec les savons durs. Et la naissance du savon de Marseille, en fait, c'est venu lors des croisades. Le savon d'Alep, donc qui vient de Syrie, exactement, c'est l'ancêtre donc du savon de Marseille, parce qu'il va arriver sur les côtes marseillaises. Et puis voilà, donc la naissance du savon de Marseille. Et bien, on va regarder ensemble. Donc, on vous emmène dans cette boutique à Valras-Plage. On regarde. Eh oui, le savon de Marseille, patchouli, verveine, jasmin, ça donne envie, hein? Ça donne des vrais parfums, là, ouais. ça donne aussi une envie d'utiliser, bien sûr. De se laver avec du savon de Marseille. C'est bien aussi, c'est bien. Alors, on va passer, Resk, maintenant à la culture. Hein. Resk Cheata, vous êtes président de l'association Laïcité pour tous. La culture, pour vous, c'est très important. Bien sûr, parce qu'on peut pas, un être humain ne peut pas vivre sans culture. C'est pas possible. Donc la culture, c'est quelque chose. L'éducation, c'est une chose, mais la culture, c'est une autre. Et la culture, ça fait qu'on a un esprit qui est ouvert sur le monde, ouais. Et sur la culture du monde entier. Moi, j'adore découvrir les autres cultures aussi. J'adore montrer la culture de mon pays, mais j'adore aussi découvrir la culture française, la culture de chaque pays du monde, la culture russe, la culture grecque, turque, toutes les cultures du monde. C'est quelque chose de valeur et qu'on a besoin, on a soif de culture. Bien sûr. Donc, comme l'éducation est obligatoire, on en parlera peut-être tout à l'heure, oui. La culture aussi, elle doit être obligatoire parce que on ne peut pas vivre sans la culture. Et franchement, c'est bien de découvrir toutes les cultures, c'est quelque chose de positif. D'ailleurs, on dit toujours que la culture peut agir quand il y a des conflits. On l'a vu en Andalousie,
avant. Avoriaz. Voilà, exactement. L'art de bien parler, l'art de... En fait, les tableaux, la musique, hein, tout ça, je pense que c'est important de le mettre en avant parce qu'un peuple sans culture, malheureusement, est un peuple, je ne vais pas dire mort, entre guillemets, mais qui n'a pas d'âme. Bah, ça sera des robots. C'est ça. Alors la culture fait de nous l'être humain qu'on est aujourd'hui, donc ouais. c'est d'une importance extraordinaire, la culture. Et donc, par rapport à la culture, je profite pour dire deux mots d'abord sur l'exposition de Ramsès II, le pharaon Ramsès II, qui est à la Villette actuellement, qui a un succès fou. Ouais. J'invite tout le monde, j'invite tous les spectateurs de votre chaîne de RTV, d'aller voir cette exposition qui est extraordinaire. Vous savez, Ramsès II, à l'époque des années 70, il a été reçu en vrai roi en France par le président Valéry Giscard d'Estaing, qui avait mis le tapis rouge à l'aéroport pour recevoir le corps de Ramsès II, parce que le sarcophage et son corps, parce qu'il fallait en urgence soigner ce corps-là pour qu'il reste encore et qu'il reste encore des siècles et des siècles. Et donc ça aussi c'est la grandeur de la France qui reçoit un roi égyptien, un pharaon égyptien qui est là depuis 3000 ans, 3500 années, on ne sait pas exactement, mais c'est vraiment quelque chose aussi qui est très important. L'Égypte, c'est un des pays les plus anciens au monde, et moi j'adore voir l'obélisque égyptien à la Concorde, j'adore que Paris soit vraiment le miroir de l'Égypte qui reflète un peu notre civilisation qui a enseigné le monde entier. Ça, c'est le premier événement qui me fait plaisir de parler de ça. Deuxième événement, c'est le concert du printemps. Oui. Le concert du printemps, c'est un concert que j'ai l'honneur avec d'autres personnes de l'organiser pour le vendredi 26 mai à une salle à Nanterre pour 1000 places. Pourquoi on l'a appelé le concert de printemps? C'est parce que à notre jeunesse, on avait des concerts de printemps, des grands chanteurs comme Abdel Halim, Warda, Farid, Kalsoum avant et tout ça bien sûr. Et donc cette fois, ce concert-là, ça concerne tout le monde arabe. Nous aurons donc une grande star égyptienne qui va venir d'Égypte, et c'est Mahmoud El-Lessi. Et nous aurons des chanteurs aussi de tous les pays arabes. Nous aurons Khalid Alaoui du Maroc, nous avons Fadi El-Batal de la Syrie, nous avons donc de la Tunisie aussi une grande chanteuse. Ça sera une surprise, je dirais ça maintenant. Et l'Algérie aussi. Je suis en négociation avec Kader Japonais, la grande star de rail algérienne. Donc, ça sera vraiment un concert qui montre toutes les cultures arabes. C'est ça ce que j'allais dire. L'art arabe, moi ce que j'apprécie dans la musique arabe aussi, c'est El Mezouid tunisien. J'ai découvert ça en Tunisie une fois, je suis devenu fan de Mezouid. Donc j'espère que vous serez nombreux donc, pour venir dans ce concert-là. En fait. Il y a un lien pour réserver. Et du coup, ça sera un bon moment de fêter le printemps à nouveau. Le printemps aussi, c'est la vie pour l'être humain, pour les arbres, pour les animaux, pour tout le monde. C'est le renouveau. Bien sûr. Comment trouver justement ce lien? On tape quoi? Concert du printemps? En fait, oui, concert du printemps sur Hello Association, ça dépend de la mairie de Paris, HE2LO Assos, voilà. Et on trouvera ce concert du printemps et on peut réserver directement là-dessus. Reste que je sais que vous êtes beaucoup, hein, vous vous investissez énormément pour les humains, pour la culture, pour rassembler justement. Et là, on voit que votre amour pour la culture fait que ce concert du printemps va ramener différentes nationalités sur la même place. Et en plus de ça, un concert de 1000 il y a 1000 places. Oui. Donc ça va être quelque chose d'extraordinaire, de magnifique et avec de belles énergies, je l'espère. Il y a de la danse aussi. On aura le danseur, l'unique danseur égyptien à Paris qui danse, c'est un Noura. C'est une danse folklorique égyptienne qui existe depuis longtemps. Et en même temps, on aura un tableau de danse orientale avec 12 danseuses qui ne sont pas forcément des danseuses arabes. Il y a des danseuses russes, ukrainiennes, arabes. Donc,
ça sera mondial, ça sera un tableau de danse un peu mondial et donc franchement on fait pour que ça soit un succès pour tout le monde et que chacun trouve son plaisir et goûter l'art d'une façon ou d'une autre. Multidimensionnel, et j'aime beaucoup les danseuses ukrainiennes et russes ensemble, c'est ça, voilà. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut être dans cette promotion de la paix. Et c'est important, on en a marre des guerres. On veut justement un monde meilleur pour nos enfants et mettre en avant la culture, c'est le meilleur dialogue. C'est sûr. Parce que ça touche l'âme. Exactement, exactement. Et c'est le dialogue anti-guerre, anti-conflit, que chacun, vraiment, en effet, l'être humain, il est fait pour être apaisé. Il n'est pas fait d'avoir tous les jours des problèmes, que ce soit des problèmes sociaux comme les dernières lois sur la retraite ou autres. Je veux dire qu'on a besoin d'être apaisé. Et c'est dans ce moment-là, avec le beau temps, avec le soleil, avec le printemps, qu'on souhaite tous être apaisés dans cet état d'esprit. Malgré la vie est dure, mais il faut trouver des moments comme ça d'apaisement. Quel a été, je ne sais pas, le déclic, l'événement ou peut-être une rencontre qui vous a poussé à être celui que vous êtes aujourd'hui, promouvoir l'humain, promouvoir le dialogue interreligieux, interculturel? Est-ce qu'il y a eu un événement spécifique? Oui, oui, bien sûr. La guerre, l'Égypte a passé 4 guerres avec l'État d'Israël depuis 1948 jusqu'à 1973, dernière guerre que le président Anwar el-Sadat a réussi à mettre fin à ses conflits, à libérer le Sinaï et à nous faire vivre bien entre voisins. Ces guerres-là, j'ai peut-être des personnes proches qui ont perdu leur vie dans cette guerre-là. Et de tout, bon, c'est vrai aussi, quand on voit en France, après plusieurs guerres entre la France et l'Allemagne, depuis les années, le 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle, avec des millions de morts, ils ont réussi à surmonter ces handicaps. Et j'ai vu un jour le grand François Mitterrand et le grand Helmut Kohl à l'Arc de Triomphe en train d'honorer les soldats français et les soldats allemands. J'ai dit, pourquoi pas, chez nous, on ne fera pas la même chose. On enterre l'âge de guerre et on vit, et tout ça en pensant à nos enfants, qu'ils ont droit à l'éducation, à la santé, à une vie meilleure. Et quand on économise l'effort de guerre, l'économie de guerre, on arrive à faire beaucoup de choses. Et c'est ça la paix. Au fait, la paix, c'est ça, c'est de vraiment donner toute notre énergie pour le bonheur de nos enfants, parce que quand on nous dit bon, il y a des problèmes d'environnement sur la terre, en fait, moi j'ai participé à la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, et c'était un très bon moment. Moi qui n'étais pas écologie, je suis devenu écologie. Et du coup, on s'intéresse maintenant à tous ces problèmes-là qui concernent notre terre. On a besoin de sauver notre terre, on a besoin de revenir à la source. Voilà, c'est ça le plus important. Exactement. Revenir à la source et le respect. C'est tout ça qui m'a poussé à vraiment travailler dans ce sens, être positif, aider nos semblables, parce que chacun de nous a quelque chose de plus qu'il peut mettre au service des autres. Et pourquoi pas. Et je pense que les religions, elles veulent ça. L'âme, la conscience humaine veut ça aussi. Donc on peut, de n'importe quel chemin, mais l'objectif à la fin, le but, c'est d'arriver à soulager l'autre. Et donc là, vous le faites très bien, moi je le fais un peu et tout le monde le fait. Toutes les bonnes volontés le font aussi. Hein, donc c'est quelque chose d'important, de très important. Je pense qu'on est tous le colibri. Voilà, le colibri. Voilà, exactement. Je pense qu'on est tous... Il n'y a pas une personne qui fait plus que l'autre. Je pense que nous sommes tous ce petit colibri. Et ici, chacun de nous, on avance à notre rythme, mais on y met chacun... Voilà. Absolument. Et après... C'est exponentiel après. Chacun met sa goutte d'eau et la rivière, elle est là. C'est exactement ça. Et quel est l'artiste qui vous a le plus marqué dans votre vie? Arabe ou français? Parce que moi j'adore. Celui que vous voulez, je veux dire, qui vous a vraiment marqué. Moi, franchement, moi c'est Abdelhalim Hafez. Il nous a appris à aimer. Il nous a appris à avoir des sentiments. Donc, il fait partie de nous.
il est décédé en 1973, Abdelhalim Hafez. Et Abdelhalim Hafez, donc jusqu'aujourd'hui, ses chansons, ils sont vivantes. Il est vivant. Ouais. Et parce que jusqu'aujourd'hui, on écoute les jeunes qui sont nés il y a 20 ans, ben, ils écoutent Abdelhalim Hafez. Donc pour moi, c'est une personne importante dans ma vie. Égyptienne, bien sûr. Et en France, c'est Johnny Hallyday aussi, que j'adore ses chansons. Il choisit des mots, il chante, et il arrive à m'émouvoir à fond. Donc voilà, chacun dans mon pays d'origine, c'est Abdelhalim Hafez, et dans mon pays adoptatif, c'est donc c'est Johnny Hallyday. Voilà. Quelle est la chanson justement qui vous touche le plus d'Abdelhalim? Beaucoup, tous, mais Ahouek. J'adore chanter Ahouek parce que Ahouek, c'est une chanson vraiment que... Ça fait comment la chanson, ça fait comment? Ah bon, je ne veux pas fuir les spectateurs. Non, vous n'allez pas les faire fuir. أهواك واتمنى لو أنساك أنسى روحي وياك وإن ضاعت يبقى بداك لو تنساني وانساك أتريني بنسى جفاك. C'est bon parce que... Et puis je veux dire quelque chose entre Abdelhalim Hafez et Claude François. Ah oui. Parce que peut-être beaucoup de monde ne sait pas que Claude François est né et a vécu en Égypte au bord du canal de Suez parce que son père il travaillait au canal de Suez. Quand il était jeune au lycée, Claude François, il prenait comme exemple Abdelhalim Hafez. Il s'habillait comme lui, il faisait la même coiffure que lui. Et le temps, bien sûr, a avancé. Et Claude François est venu à Marseille et puis à Paris, et puis il est devenu la grande star mondiale. Et Abdelhalim, il commençait aussi à copier un peu la coupe de cheveux de Claude François, son papillon et tout ça. Donc, vous voyez, franchement, c'est une anecdote qui me plaît beaucoup. Et ça montre le parallèle artistique entre l'Égypte et la France. Et c'est dans pas mal de domaines, hein, d'ailleurs. Oui. Entre Edith Piaf et Oumou Kalsoum, entre Ismaël Yassine, l'acteur, et Fernandel, entre Naguib Mahfouz, le prix Nobel de la littérature, et Marcel Pagnol, qui ne l'a pas eu, mais qui est un grand écrivain aussi. Donc ce parallèle, je l'adore, ce parallèle entre l'Égypte et la France. Je l'adore. Et du coup, moi, ça me plaît. C'est une grande richesse, hein. C'est une grande richesse, et le fait que justement qu'il y ait des grands artistes qui se copient l'un et l'autre, c'est quelque chose Parce que c'est de grands pays, en fait. C'est de grands pays. N'oublions pas que c'est un Français qui a découvert l'hiérographie, qui a fait bénéficier au monde entier une civilisation qui était jusqu'à maintenant un peu inconnue. C'est Jean-François Champollion qui vivait à Grenoble et qui parlait 7 langues et qui a réussi avec une cartouche qui s'appelle Cléopâtre. Il a réussi à découvrir la langue peut-être la plus importante de la civilisation, des civilisations anciennes. Donc tout ça, c'est pour ça que j'adore la France, j'adore l'Égypte, Dieu merci, mais j'adore tout le monde arabe aussi, bien sûr. C'est ce que j'allais dire. J'ai des amis de tous les mondes arabes. Exactement. Alors on répète, donc le 26 mai, cette grande soirée orientale. Donc, concert du printemps, c'est ça? Concert du printemps. Concert du printemps. Avec la star principale, Mahmoud El Lessi, un chanteur qui est vraiment très apprécié en Égypte. Et puis, autour de lui, il y aura des chanteurs et des chanteuses et des danseurs et des danseuses également. Il y a aussi les liens dans vos réseaux? Oui, il est sur mon Facebook, Reske Chiata, et sur plein de Facebook d'autres amis. Et on va commencer la publicité, au fait, en ce moment. On attendait la fin du mois de Ramadan et puis l'Aïd pour commencer la publicité pour cet événement. Concert. Donc, merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler sur votre chaîne. Avec grand plaisir, Reske. De toute façon, on soutient beaucoup la culture et surtout le vivre ensemble, c'est très important. Et mettre en avant les richesses. Maintenant, on va parler aussi d'un sujet qui est très très important dans l'instant coaching. Donc, va nous rejoindre Gurkan Esse, mère au foyer, et son fils de 13 ans, Gurkan Mursin, qui est malvoyant et malheureusement qui n'est pas scolarisé depuis 7 ans. La maman, le papa se battent pour pouvoir lui trouver un établissement scolaire parce que l'éducation, c'est un droit. Et surtout, l'éducation est très importante, elle est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et malheureusement, ça fait 7 ans que ce jeune adolescent qui a aujourd'hui 13 ans n'arrive pas à trouver d'établissement. Donc on va les accueillir ensemble, Reske. On les accueille.
Bonjour. Merci d'être là avec nous. Donc, pour l'instant, coaching, on parle d'éducation et là, on parle justement pour l'éducation pour votre fils, Mohsin, donc qui n'a pas d'école depuis 7 ans. On est sur la 7e année consécutive. Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes là sur le plateau de Tout en couleur, donc sur RTV, pour passer un message. Quel est ce message? Alors, le message est que depuis toutes ces années que j'attends à la maison, on est dans une case où on n'accepte nulle part mon fils. On m'a dit, au départ, l'Internet, c'était trop dur. J'ai ramené mon fils vers l'Oise parce que j'habite d'origine à l'Oise. On m'a dit, essaie de trouver d'un externat. J'ai fait plein de réunions à la MDPH. On me refuse dans toutes les IME de l'Oise, que je trouve inadmissible que mon enfant, qui a maintenant 13 ans, en 7 ans de temps où il aurait pu faire plein de choses, qu'il aurait pu apprendre des choses, il a raté beaucoup de temps de sa vie. À force de rester collé à sa maman, il ne va pas progresser. Mon message est qu'il faut que là, on réagisse, qu'on ne peut pas admettre un enfant de 13 ans. On est quand même en France. Le système est là. S'ils disent l'école est obligatoire, elle est obligatoire même si on a un handicap. Quand on a un handicap, ça se complique. Pourquoi? Handicap veut dire on se débrouille, il faut rester dans la nature. Moi, j'accepte pas ça en tant que parent d'enfant handicapé. Si mon fils il est en handicapé, lui, il a plus besoin d'un système où on puisse le mettre pour s'épanouir, pour un jour où moi je suis pas là. Bien sûr. Je ne suis pas là, on n'est pas éternel, on va tous mourir. Il fait quoi mon fils le jour où je suis pas là? Si on le met nulle part, on lui donne pas la chance de s'épanouir. Il a une intelligence qu'il faut le développer. Si une IME nous dit oui madame, votre fils il correspond pas à notre établissement, soit il est trop intelligent parce qu'ils ont des effectifs moteurs. Effectivement, mais je suis désolée, les IME, ils sont tenus de s'adapter à l'enfant et l'handicap. L'handicap, il est là, on ne peut pas le renier. Donc, ce n'est pas une IME qui doit dire on ne prend pas votre enfant. C'est impossible. Mais ça fait 7 ans quand même que ça vous fait vivez 7 ans ça. Que je vis ça. À force, on est arrivé à un moment où mon fils, il a fait une grosse crise scolaire, des crises de nervosité, de rester trop à la maison. On est parti à l'hôpital. L'UDA, c'est les enfants où il y a les enfants qui ont des troubles mentaux, très dérangés. On l'a emmené là-bas, c'est tout juste si on ne rejetait pas des hôpitaux. On ne voulait pas nous prendre, de nous donner des traitements. Jusque-là, le PCPE, une fois que mon fils a fait tout ce qui se passait, toutes ces nervosités, le PCPE a pu intervenir, mais que seulement là, au bout de 6 ans, parce que c'était en début septembre. D'accord. Ils sont venus, on va dire, 3 décembre à peu près. On a fait des gosses à la MDPH de l'Oise. Je suis suivie à Beauvais, sur l'Oise, et toujours rien. Là, récemment, on a fait 1 jour et demi à l'internat Los-Lille, parce qu'on nous a dit ouvrir une porte, parce que l'externat, il n'y a rien. On ouvre la porte. Bon, d'accord, je mets sur mon cœur, je dis, c'est pour mon fils, c'est pas grave. Même si c'est très dur pour une maman de laisser partir son fils, je le fais. Et là, on me dit quoi? Madame, s'il n'y a pas une IME à côté qui prenne mon fils, on ne peut pas prendre même 1 jour et demi d'internat. Alors que mon fils, il est capable. Ils ont mis 20 jours sans me voir à l'hôpital. On ne demande pas une école ordinaire, on demande un endroit pour une IME, ça veut dire pour les enfants handicapés. Donc, on ne demande pas grand-chose. Je demande que mon fils ait son droit d'avoir une place et de s'épanouir, d'avoir à son rythme, parce qu'il a un rythme pour un enfant handicapé, il ne peut pas faire comme les autres, c'est sûr. Bien sûr. Je demande un endroit qui s'occupe de mon fils à son rythme. Il ne peut pas attendre toute la journée sur une chaise, dans la maison, dans le fauteuil, et rien faire. Et ils n'ont pas pris de directive comme quoi ils vous envoient, en attendant d'avoir une place, un professeur qui s'occupe de lui. Ça n'a pas été fait? Non, rien du tout. Le PCP, une fois que mon fils a fait toutes ces crises de nervosité, qu'il a été à l'hôpital, tout ça, là seulement le PCP a pu intervenir chez nous. D'accord. Cette année, en décembre seulement. D'accord. Et une fois qu'il a fait tout cet épisode d'hôpital, les choses qui s'étaient... Il a dû être attaché avec les médicaments. Maintenant, il ne veut plus se laisser toucher. Il n'est plus comme avant. Il est quand même sensibilisé. Il a un rejet? En fait, il se sent mal. Il se sent rejeté partout. C'est ça. Ouais. Il y avait une association qui est venue chez nous pas très longtemps. Ils ont fait deux journées. Ils ont dit, on n'a pas de personnel. On est rejeté par le personnel. Faute de personnel, il n'y a pas d'association qui vient pour le promener, même juste pour me promener. Il veut juste sortir de chez moi et revenir. Parce que récemment, maintenant, comment on a trouvé pour qu'il reste tranquillement à la maison, pour pas qu'il fasse des crises ni rien du tout. Quand il s'ennuie, je l'emmène dans ma famille. Un jour chez ma belle-sœur, un jour chez mes frères. Parce qu'il est tout le temps à la maison. Tout le temps à la maison. Il ne supporte plus. Il n'a
pas de rester structure à la maison. Donc, bien sûr que personne, de toute façon, personne ne supporterait rester à la maison tout le temps. Voilà. On a besoin d'une vie sociale, on a besoin de contact avec les autres, on a besoin de se sentir en confiance. Oui. Donc, en fait, là, il a fait plusieurs crises parce que c'est légitime. C'était trop dur pour lui. C'est trop dur de rester à la maison. Et en plus, c'est son droit, l'éducation. À un moment donné, si là, il a 13 ans, ça fait 7 ans qu'il n'est pas parti à l'école, donc il n'a pas eu de suivi scolaire, il n'a pas pu apprendre comme tout le monde, justement un programme adapté bien sûr à ses handicaps, Oui. mais un programme tout de même. Et ce que vous me dites, donc il est intelligent, il a une... Mais il faut le ressortir. Parce Voilà. que, vu qu'il n'a pas fait de scolaire, en parlant de scolaire, je parle dans le sens des IME. Hein, Bien sûr. parce qu'on ne peut pas aller dans un ordinaire, il y a trop de temps de perdu. Oui, bien sûr. Donc, même en prenant une IME, l'IME, il faut qu'elle soit capable de s'adapter à mon enfant. Il a un handicap, certes, mais une IME, c'est pour les handicapés quand même. On ne peut pas dire, non, madame, là, ça ne correspond pas, là, ça ne correspond pas. Il y a des listes d'attente de 4 ans. On a déjà eu une notification depuis 2014. 2014, c'est pas rien. On est en 2023. Bien sûr. Donc là, je ne peux pas dire rien. Il faut que je réagisse. Mais s'il vous plaît, les gens qui m'écoutent, qui m'entendent, réagissez, aidez-moi. Je ne sais pas comment faire. J'ai trouvé aujourd'hui l'occasion de pouvoir m'exprimer pour qu'on m'entende quelque part. Mais nous aussi, on souffre quelque part. Parce que si notre enfant, il n'est pas bien, on n'est pas bien. Ça se ressent. Mais ça se ressent en plus que vous portez beaucoup avec votre mari et ouais. C'est sûr que c'est... Ouais. Sentimentalement, des fois, ça me fait pleurer parce que je fais plein de choses, mais on dirait que je fais rien. Oui, je comprends. Il faut qu'on m'aide. Parce que vous vous battez, vous êtes... Je me bats, mais on dirait que je fais rien parce qu'il n'y a rien qui se passe à côté. Vous faites Et c'est beaucoup. dur ça pour un parent de voir que son fils devant ses yeux, il n'y arrive pas parce qu'on ne lui donne pas l'occasion. C'est ça. Et en fait, on montre à la télévision des campagnes d'inclusion. On montre à chaque fois que nous sommes proches de l'handicap. Mais on voit que sur le terrain, vous avez plein de familles. J'ai vu qu'en 2021, il y a 600 enfants déficients visuels qui sont aujourd'hui sans solution ou qui sont sur liste d'attente. On se pose en fait des questions. On se dit, mais comment aujourd'hui en France... Nous en sommes arrivés là où il y a des familles malheureusement qui partent en Belgique, en Allemagne ou dans d'autres pays pour scolariser leurs enfants ou les faire soigner. C'est pas possible. On se dit là, aujourd'hui, vous venez avec... Voilà, ça nous touche énormément parce que ça touche un enfant et puis qui est en souffrance. Au lieu de l'aider à ce qu'il aille mieux et à accepter son handicap, il s'est replié sur lui-même. Parce qu'on le rejette partout. Exactement. Et il a on est rejeté partout. Voilà. Parce qu'on ne correspond à aucune case du système. Quand on n'est plus dans le système, on est dans la nature quelque part. Ouais. Mais on n'est pas dans la nature, on existe, on est ici. Eux, ils ne voient pas ce que nous, on souffre tous les jours. C'est ça. On est dit, attendez, on veut bien attendre 1 an, 2 ans, mais 7 ans là, il ne faut plus rêver. Mon fils, dans 5 ans, il a 18 ans. Il fait quoi? Ouais. Il n'a rien fait de sa vie. On lui a fait perdre toutes ces années pour rien, on va dire. Pour rien. C'est dur, moi, en tant que parent, de dire ça. Je ne peux pas accepter que mon fils, il fait rien. Bien sûr. C'est pourquoi je dis, la vie, elle n'est pas éternelle. Un jour, je vais mourir comme les autres. Et mon fils, il va faire quoi? Il va se retrouver, oui, vous avez peur pour lui, bien sûr, c'est normal. Moi, j'ai pas peur pour moi. J'ai lui. vécu ce que j'ai déjà vécu. J'ai peur pour mon enfant après. S'il n'y a personne qui s'occupe de lui, on fait quoi? Parce que vous avez aussi un autre enfant. Hein? J'ai un autre enfant. Il est 2 ans plus grand que mon fils. Ouais. Il a fait on est suivi le SAIDV en même temps, le PEP 60 à Agnès. D'accord. Comme il y a eu beaucoup de directeurs qui ont changé, il y a eu plein de choses qui s'est passées. Un autre directeur qui vient, un autre qui part. Donc, mon fils, il a un petit peu été délaissé quelque part. Le directeur aujourd'hui, qui vient, M. Cadret, il est bien. Il a fait bouger les choses avec toutes ces réunions, tout, mais il n'y a toujours aucun IME qui veut nous prendre. On dirait qu'on est rejeté partout. C'est pas normal. Oui, bien sûr. Pourquoi on serait rejeté? On a fait quoi? On n'a rien fait de mal. On demande juste une IME. On ne demande pas la lune. C'est pas comme si on demandait ce qui est impossible. On demande nos droits. Nos droits qui n'y arrivent jamais. On va dire jamais, parce que là, il n'y a rien. Si vous avez un message à passer, regardez la caméra là, au gouvernement français. Le gouvernement français, il devrait se pencher sur le handicap plus que ça. Parce qu'en France, je suis désolée de le dire, il y a des lois qui ne sont vraiment pas appliquées. Il faudrait les appliquer plus que ça. Vu qu'il faut insérer un enfant qui a un handicap qui est plus dur qu'un enfant dans l'établissement ordinaire, on va dire.
Déjà, l'établissement ordinaire, c'est une autre question. Il faut insérer les enfants. L'école est obligatoire en France. Donc, si elle est obligatoire en France, elle est obligatoire qu'il y ait un handicap ou pas, je suis désolée. Donc, s'il faut faire valoir les droits des gens, il faut le faire sérieusement. C'est pas en disant non, et ça va pas là, on correspond pas. Non, on correspond pas là-bas. Il faut vraiment se pencher sur l'handicap parce qu'on peut pas, c'est pas comme si on a un handicap, on vous rejette. On peut pas être rejeté, on est dans la société comme les autres. Donc, il faudrait réagir sur ce point-là. Et vraiment fortement. Moi qui est maman de 2 enfants handicapés, je vois que c'est pas très facile tous les jours pour les gens comme nous. Et encore, je me demande s'il n'y a pas des gens qui sont pires que moi dans cette situation. Même je le prends ironiquement, je dis pire que moi. Alors que moi, c'est pas si facile que ça, ma vie. Hein. Bien sûr. Est-ce que vous avez une association qui vous aide? Parce qu'en tant que parent, accompagnant d'enfants en situation de handicap, c'est très dur psychologiquement, c'est très dur physiquement. Est-ce que vous avez du soutien? Bah, mon seul soutien, c'est mon mari, mes enfants et ma propre famille. Pour ça, j'ai personne, j'ai pas de soutien. Là, récemment, ce qui est intervenu, c'est le PCEP avec tous les épisodes d'hôpital de mon fils. D'accord. Jusque-là, à part ça, rien du tout. Il n'y a pas un soutien psychologique? De toute notre vie, on s'est débrouillé tout seul. Psychologiquement, physiquement, ce que vous voulez. Oui. Toute notre vie, on était livrés à nous-mêmes quelque part. Fallait se battre pour avoir quelque chose. Même mon fils qui avait 2 ans d'aîné de lui, à 4 ans seulement, qu'on l'a mis en maternelle, mais vraiment en se battant. On aurait dit qu'on est jugé dans un tribunal pour rentrer quelque part. Et quelles sont les réflexions que vous avez entendues? Bah regardez, mon fils qui était 2 ans d'aîné de lui, à l'époque il fallait faire la crèche, oui. Une adaptation. On habitait à Montataire à l'époque, dans l'Oise, le 60. On a été rejeté de la crèche là-bas parce que mon fils, c'était dur pour lui. Mais c'est normal, il va pas venir et ils attendent pas un enfant qui est ordinaire et puis qu'on s'occupe de lui. C'est tout doucement, c'est par étapes. On s'est battu, on a été sur une autre crèche sur Creil du coup. Après, on a redéménagé entre 2 sur Creil parce qu'on déménage pour les enfants quelque part. Oui, bien sûr. À l'époque, j'ai même dû demander de déménager jusque Lille pour mes enfants, pour justement qu'ils soient insérés quelque part. On m'a dit que non, ça sera de l'internat dans tous les cas. Donc, on a envisagé de plus déménager. Après, mon fils, du coup, en se battant, en demandant les AVS, en demandant ci, il a réussi. Mais vraiment, en étant poussé par ses parents, en essayant de faire le plus possible de ce qu'il pouvait faire. Pour un enfant de son âge, c'était très très bien. Et même là, aujourd'hui, il se bat. C'est un enfant qui se bat. Donc, pourquoi pas Moursine, il ne se passerait pas la même chose pour lui? Ouais. Parce que Moursine, des fois, il ne comprend pas. Il dit, regardez, mes sœurs, ils vont à l'école, moi, je ne fais rien. Mon frère, il y va, je ne fais rien. Même mes amis qui sont autour, qui ont des enfants handicapés, ils ne sont pas rejetés, ils vont quelque part. Et lui, dans sa tête, il me dit, maman, pourquoi moi, je suis rejetée partout? Il ne comprend pas pourquoi il est rejeté. Et ça, c'est pas normal. C'est vrai. Alors moi, prenez-moi, mettez-moi à la place de mon fils, je ferai la même chose. Je vais pas être bien dans ma tête, je vais faire des crises, je vais faire quelque chose. Tout le monde de toute façon, voilà. N'importe quel être humain qui n'a pas une vie sociale ou alors un métier ou à l'école ferait des crises. C'est humain. Oui. On a besoin de liens humains, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être assisté dans le sens où on sait où on va. Mais là, il se retrouve tout seul, mais en plus de ça, il a un discours. En plus, déjà, il est adolescent maintenant, donc l'adolescence, c'est pas facile. Et en plus de ça, il a un sentiment où il se dit qu'il n'a pas de chance. Pourquoi pas moi? Parce qu'il a eu des troubles étant tout petit, ça s'est mal passé dans une IME qui nous ont dit de mettre en internat. Même ça, j'ai mis un gros caillou sur mon cœur pour mettre mon fils à l'intérieur pour qu'il réussisse. Ça s'est pas bien passé, on a dû le prendre chez nous. Entre deux, on a fait toutes les démarches pour mettre dans une IME en externat proche de chez nous, dans l'Oise. D'accord. L'Oise, elle ne bougeait pas. Regardez, ça fait 7 ans. Là, on a réessayé de le remettre à l'ancienne école que là, récemment, là, le 13-14, il a fait 1 journée et demie à Los-Lille, à la Pépinière. Ils nous ont dit, tant qu'une IME sur l'Oise ne prend pas mon fils, on ne prend pas Moursine. Ça veut dire qu'on nous met un ultimatum quelque part. Ouais. Mais c'est eux, entre eux, ils se mettent l'ultimatum, pas nous. C'est nous qui subissons ce qu'eux, ils font en système. Moi, j'en ai marre de subir. Et mon fils, encore plus que moi. C'est lui qui est concerné. Mais si lui, il n'est pas bien, moi, je ne suis pas bien en tant que parent. C'est normal. Je suis triste. Et qu'est-ce qu'il vous dit le soir, quand il parle avec vous? Vous savez ce qu'il fait? Dès qu'il dort, il dit, là, on fait quoi? On dort, demain matin, on va faire quoi? Demain, on va faire quoi? Toujours pareil. Toujours pareil, parce que ça se répète.
Après, j'essaye de trouver, je vais chez des copines, mais il est qu'en contact qu'avec des grands. Les gens de mon âge, ils ont à peu près mon âge. S'il va avec son papa se promener, ils ont l'âge de son père. Donc, il n'a pas sa propre personnalité quelque part. Il se mélange entre moi, mon mari. Lui, il n'est pas moi ou mon mari, il est lui. Il faut qu'il fasse sa personne. Bien sûr. Dans sa tête, il n'a pas grandi quelque part, mais il grandit physiquement. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des troubles, mais c'est de leur faute. Il ne faut pas laisser à rien faire. C'est ça. Il dit, toi, t'es ma maman. Des fois, on veut lui apprendre avec mon fils qui est né, le braille, tout ça, parce que c'est le braille pour les noirs. Voilà, moi, je suis sa maman. Il n'accepte pas, parce qu'il dit, toi, t'es ma maman. Toi, t'es pas éducatif. Il faut que c'est un personne. Oui, je comprends. Oui, Il faut et puis même pour vous, c'est pas votre rôle. Vous êtes sa mère, c'est pas votre rôle de justement de lui faire le rôle d'un éducateur spécialisé. Ce sont des professionnels qui sont là aussi pour vous décharger vous. Vous avez déjà un rôle important en tant que parent. Le rôle de parent est déjà très difficile. Mais en plus, si vous devez en plus lui faire la scolarité plus l'éducation, et vous n'êtes pas formé pour ça, c'est pas votre rôle. Non, au contraire, ce qui est important aujourd'hui, voilà, le message de cette maman et de Mohsin, c'est qu'on lui trouve un établissement scolaire qui puisse être épanoui comme la plupart des enfants et qui puisse être pris en considération et non rejeté comme un dossier. Ce n'est pas un dossier, c'est un enfant avant tout, même s'il a un handicap. Et ce qui est important, encore plus ces enfants qui ont des handicaps. Ce sont ces enfants-là qu'il faut aider, ce sont ces enfants-là qu'il faut leur permettre de s'aimer. Parce que lorsqu'on ne les aide pas, malheureusement, eh bien, ils se dégradent encore plus psychologiquement. Donc là, je pense que là, dans l'émission Tout en couleur, dans cet instant coaching, c'est justement le droit à l'éducation pour Mohsin. Un dernier mot, madame? Là, je vous sensibilise, je demande à ce qu'on se sensibilise vraiment sur ma situation. On ne peut plus rester à rien faire. J'ai peur que mon fils il va vraiment encore plus loin dans ses crises et qu'il se sente encore vraiment plus mal de ce qu'il est là. Parce que de donner un médicament parce qu'on se sent pas bien, de rester parce qu'on est rejeté partout, c'est pas facile. C'est pas facile pour lui. Moi, je mets de côté mon cœur, je me mets de côté ma santé, je me mets en avant pour mon fils, mais il faut réagir. Réagir, réagir. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est gentil. Merci Mohsin. On espère en tout cas que cette année, tu auras un établissement et que la parole de ta maman, voilà, par amour, et ton papa qui sont là, qui te soutiennent, eh bien j'espère qu'on nous entendra, j'espère que le gouvernement nous entendra et qu'un directeur d'établissement nous entendra pour pouvoir aider Mohsin. Reste chez Ata. Écoutez, moi, d'abord je salue le courage de Aïcha, une mère exemplaire. Franchement, moi je suis en colère. Je suis en colère pour la dégradation du service public dans ce pays. Je suis en colère contre un enfant comme Mohsin qui ne demande de rien qu'être scolarisé et il ne trouve pas encore une solution depuis 7 ans. C'est scandaleux, c'est honteux. Alors moi, je profite d'abord, je vous remercie Inda parce que vous avez permis à cette famille de s'exprimer. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci au docteur Nadia Adjarsi qui nous a alerté de l'histoire de Mohsin. Merci à elle Et moi, aussi. je veux m'adresser au ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Pape Andaï. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, trouvez une place pour scolariser Mohsin. On va aussi, toutes les associations, on va travailler pour faire une pétition avec un titre « Scolariser Mohsin ». C'est son droit, c'est un droit, c'est une obligation, l'école en France. Donc si le service public ne peut pas assurer, il faut changer des choses. Sinon, on va aller plus loin. On va s'adresser à Madame le Premier ministre Elisabeth Borne. On va s'adresser à Madame la Première Dame de France, Madame Brigitte Macron, parce que vous êtes des mères. Et une mère, elle a besoin de scolariser son fils. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous, toutes les associations. On vous demande de signer avec nous une pétition, scolariser Mohsin. Et on va y arriver, on va se battre, on ne va pas rester spectateur, je vous assure. Merci beaucoup. Merci Resk Cheata, président de Laïcité pour tous. Merci beaucoup Aïché. Merci. Merci beaucoup Mohsin. Merci.
espérant justement que vos cœurs seront touchés par l'histoire de Muhsin. On vous dit à très bientôt. Merci de nous avoir suivis dans cette émission, tout en couleur remplie d'émotions, bien sûr, parce que c'est le cœur qui parle au cœur et l'âme qui parle à l'âme. À très bientôt. Au revoir.